Bienvenue à Kinshasa, madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par cette nouvelle. Le gouvernement de la République, l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, FDC M23 ont signé ce samedi à Doha, au Qatar, une déclaration de principe en vue d'un accord de paix global. Le texte paraphé après 3 mois de négociations directes facilitées par le Qatar vise à encadrer les prochaines étapes du processus de paix. Les deux parties s'engagent à appliquer immédiatement les dispositions de la déclaration de principe au plus tard le 29 juillet 2025 et à entamer les négociations de l'accord de paix au plus tard le 8 août 2025 avec une signature prévue d'ici le 18 août de la même année. Le document exprime également la reconnaissance de deux délégations pour le rôle de la médiation du Qatar, le soutien des États-Unis et l'accompagnement de l'Union africaine. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier vendredi 18 juillet 2025 le 52e Conseil des ministres au Palais de la Nation. Plusieurs dossiers stratégiques ont été examinés, parmi lesquels l'électrification de la ville de Kisangani. Le compte rendu avec le ministre de Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République suit avec une vigilance particulière la situation qui prévaut à nos différents postes frontaliers, notamment dans les aéroports où lui parviennent des plaintes émanant des opérateurs économiques, des différents voyageurs et autres visiteurs de notre pays. Ces derniers dénoncent des tracasseries multiformes, exercées en dehors de tout cadre légal et qui entravent gravement la fluidité des échanges ainsi que l'exercice normal des activités commerciales. Rappelons que l'ordre opérationnel aux frontières a été mis en place précisément pour mettre un terme à ces pratiques préjudiciables à l'image de notre pays et à l'économie nationale. Il a souligné que cette réforme visait à rationaliser la présence des services publics au point d'entrée et de sortie du territoire, à simplifier les procédures liées au commerce extérieur et à assainir le climat des affaires dans une logique de gouvernance efficace et de respect de l'autorité de l'État. La résurgence de toute dérive que rien ne saurait justifier compromet sérieusement les efforts de réforme engagés par le gouvernement et nuit à l'image même de nos institutions. Face à cette situation, le président de la République a appelé à une évaluation et à une actualisation rigoureuse, exhaustive et sans complaisance de l'exécution de l'ordre opérationnel, car il est impératif que tous les services non indispensables ou dont la présence n'est pas strictement encadrée par les textes légaux ou réglementaires soient retirés sans délai et sans aucune forme de procès. La restauration de l'autorité de l'État passe par la fin de comportements déviants et la tenue d'un ordre opérationnel crédible à nos frontières. À cet effet, il a instruit formellement le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Défense nationale, de Transport et Voies de communication, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, celui du Commerce extérieur, l'administrateur général de l'ANR, le directeur général de la DGM, ainsi que tous les autres services spécialisés, de prendre sans délai les mesures suivantes. 1. Procéder à un audit ciblé et documenter des services opérant actuellement aux frontières. 2. S'assurer que seuls les services indispensables et dûment mandatés poursuivent leurs activités dans un cadre coordonné, transparent et efficace. Écarter sans ménagement tout agent ou structure exerçant en violation des textes ou se livrant à des pratiques attentatoires à l'éthique de l'État et au climat des affaires. Le président de la République a insisté pour que toute mesure à adopter dans ces cadres tienne absolument compte des impératifs de sûreté de l'État
en parfaite adéquation avec le contexte sécuritaire particulièrement sensible que traverse actuellement notre pays. Un rapport conjoint d'évaluation de l'ordre opérationnel assorti des recommandations en vue d'une réorganisation durable du dispositif de contrôle des frontières est attendu dans un délai de 15 jours sous la coordination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. La jeune fille enceinte appelée à poursuivre son cursus scolaire sans aucune inquiétude. Entre inclusion scolaire et inquiétude sur les conséquences scolaires, la population s'interroge. À Kinshasa, les réactions aussi entre le soutien à l'éducation pour toutes et la crainte d'un relâchement de repères. Keren Kankolongo a recueilli les avis des uns et des autres. La récente mesure autorisant les jeunes filles enceintes à poursuivre leur scolarité divise l'opinion à Kinshasa. Interrogés lors d'un micro-baladeur, certains citoyens saluent une mesure inclusive qui donne une seconde chance, tandis que d'autres redoutent une banalisation de grossesse précoce. Entre soutien et réserve, la population appelle à un encadrement strict pour protéger les jeunes filles et responsabiliser la jeunesse. À un certain moment, on a eu cette mesure-là qui essaye un peu de l'alléger. Je crois que c'est une bonne chose pour la fille, mais ce n'est pas encouragé, mais au moins pour elle, on peut accepter ça. Être enceinte, ce n'est pas quelque chose qui peut empêcher quelqu'un d'aller étudier, à continuer avec les études en tout cas. Pour certains parents, c'est une seconde chance pour ces jeunes filles. Pour d'autres, c'est un signal flou qui pourrait fragiliser l'autorité éducative. Pour Nanga, initiative Bozui. Personnellement, je suis de cet avis. Les parents doivent fournir beaucoup d'efforts lorsque leur enfant tombe enceinte afin de l'aider à se remettre sur le droit chemin. Pour continuer à étudier avec une fille enceinte, ce n'est pas bon parce qu'elle va se gêner devant soit les garçons, soit les collègues qui sont normaux. Le gouvernement de la République, via son porte-parole Patrick Mouyaya, précise. La circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention, parce que une jeune fille enceinte à l'école, c'est le résultat de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, il y a peut-être la faille de l'école, et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas en aucun cas penser exclure une jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Du côté de l'Église catholique qui compte un grand nombre des écoles à travers le pays, il ne sera pas question d'admettre ses élèves. L'enjeu reste l'encadrement, accompagner, protéger, mais aussi prévenir. Cette mesure vise à lutter contre la stigmatisation, l'abandon scolaire et à promouvoir l'égalité d'accès à l'éducation pour tous. Elle permet aux filles enceintes ou ayant accouché de revenir en classe sans discrimination. En vacances parlementaires, le sénateur Topin Kabongo, questeur du Sénat, palpe les réalités du Congo profond. Il a été dans le territoire de Kazumba et Demba, apportant secours aux populations de ce coin. Regardez. La mission de facilitation désignée par l'Union africaine poursuit son séjour à Kinshasa dans le cadre de ses consultations sur les questions de paix et de sécurité en RDC. Après avoir échangé avec diverses couches sociales, la délégation de la facilitation a reçu ce jour le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, accompagné de son deuxième vice-président, Modeste Bahati. Le Sénat congolais entend accompagner tout le processus tel qu'indiqué grâce à sa diplomatie parlementaire qui soutient le premier diplomate du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, en tant que Sénat, nous sommes venus répondre à leur invitation, invitation qui consiste, nous aussi, à accompagner tous les processus de paix dans lesquels nous sommes engagés. Nous avons d'abord indiqué que nous, en tant que Parlement, plus particulièrement le Sénat, nous accompagnons le premier diplomate du pays, qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec notre diplomatie parlementaire, selon en tout cas la direction que lui l'indique. Jean-Michel Samalou Kondé réaffirme l'engagement de la Chambre haute du Parlement à accompagner toutes les initiatives régionales en faveur d'une stabilité durable dans la sous-région. D'abord l'appui
à cet accord de paix qui a été signé aux États-Unis avec le Rwanda, mais aussi tous les instruments qui avaient déjà été édictés, notamment la résolution 2773. C'est important finalement que nous ayons la matérialisation de cet accord qui n'est que trop attendu à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons ces populations qui n'ont que trop souffert. À l'issue des consultations de toutes les couches sociales de la population, cette représentation de l'Union africaine, constituée des membres du panel pour la paix en RDC, dont Catherine Samba-Panza, Zédoué Salé, respectivement présidente de la RCA et de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, va conclure sa mission auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt l'accompagnement de la diplomatie parlementaire avec le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui a accompagné la mission de facilitation du processus de paix. Nous allons poursuivre ce journal, aborder ensemble les questions de collaboration et discuter de leurs mandats respectifs. Le coordinateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Ntanga Tita, et le directeur général adjoint du FONAREV, Emmanuel Nzadi, ont eu une séance de travail pour mettre en place les passerelles de collaboration. Peggy Mukunda. Dans sa mission du processus d'EDER, le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS est appelé à travailler en synergie avec le FONAREV. Les responsables de ces deux instruments clés qui règlent les conflits en République démocratique du Congo, à savoir les coordonnateurs nationaux du PDDRCS, Jean-Didier Désiré Ntanga Tita, et une délégation du FONAREV conduite par le directeur général adjoint Emmanuel Nzadi, se sont retrouvés autour d'une même table pour discuter à long et en large sur les questions de coordination et de leurs mandats respectifs. À aborder ensemble les pistes de collaboration que nos deux institutions peuvent mettre ensemble et surtout que nous sommes alignés pour un même mandat, c'est la résilience des communautés, la justice, la réparation et le relèvement communautaire. L'avenir du PDDRCS dépend du FONAREV sur le processus d'EDER, sur la question des réparations et des reconstructions conflits dans les communautés, puis pour les soutiens psychosocial. Nous sommes obligés de s'organiser pour travailler en complémentarité et avoir une coordination pour avancer ensemble. Très affermi, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Didier Désiré Ntanga Tita, s'exprime. Nous venons de mettre en place un cadre de travail qui va réunir les experts de nos deux structures afin de baliser les voies à suivre dans les jours à venir. Le FONAREV tient à apprendre mieux le programme pour cette mission conjointe concernant sa prise en charge des réparations victimes de violences sexuelles et des crimes contre l'humanité. Les deux institutions travailleront pour élaborer une feuille de route et la mise en place d'un cadre formel des partenariats. L'opération d'identification, enregistrement, traçage et marquage des volontaires pour la défense de la patrie VDP a été au centre de 3 grandes réunions présidées par le gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pourouzi et Sadiki. C'était dans la ville d'Uvira, nous dit Chantal Okoloba. L'opération d'identification, enregistrement, traçage et marquage des volontaires pour la défense de la patrie VDP a été au centre des 3 grandes réunions présidées par le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourouzi Sadiki, c'est lundi 14 juillet 2025 à son cabinet de travail situé provisoirement dans la ville d'Uvira. Au Conseil provincial de sécurité comme au Conseil des ministres, et à la réunion avec les responsables provinciaux de la réserve armée de la défense, RAD, cette question a été largement débattue. D'autres questions sécuritaires ont été abordées par les membres du Conseil provincial de sécurité. À l'issue de cette réunion, le gouverneur de la province a coupé court aux rumeurs partagées par l'armée numérique des ennemis sur la menace qui pèserait sur la ville d'Uvira. Il appelle la population à l'apaisement et au calme. Le professeur Jean-Jacques Pourouzi Sadiki a demandé aux membres de son gouvernement de mettre bouchée double pour la maximisation des recettes, chacun dans son secteur, afin de permettre au gouvernement d'exécuter certains projets à impact rapide. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a mandaté pour accélérer le processus visant à renforcer l'identification, le traçage, le marquage, l'enregistrement de nos forces de défense et de sécurité. Alexis Biadounia Meshak,
Un des représentants des VDP attribue le malentendu au déficit communicationnel. Sentiment de satisfaction pour les responsables des RAD en province après cette rencontre avec l'autorité provinciale. Les communautés ethniques du Nord et Sud Kivu et de l'Ituri veulent faire entendre leur voix dans le processus de paix en RDC. Hier, vendredi 18 juillet 2025, le cadre de consultation accompagné de la société civile spécialisée en cohésion communautaire a été reçu par le panel des facilitateurs de la médiation africaine pour la paix. Plus de précisions avec Émilie Kaindo. Tout processus de paix doit passer par les communautés ethniques, ont souligné les membres du cadre de consultation des communautés ethniques du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri avec la société civile spécialisée dans les thèmes de cohésion des communautés. Le cadre de consultation a présenté une série de recommandations à la facilitation et souhaite de voir celles-ci être prises en compte, a indiqué le président intercommunautaire du Nord Kivu et porte-parole du cadre de consultation, Jérôme Paloukou. Nous venons de parler, d'échanger avec la délégation de la facilitation de l'Union africaine sur effectivement la recherche de la paix à l'Est de la République. Et le seul message que nous avons amené, c'est de dire que nous, les communautés du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, qui sommes victimes de cette barbarie, nous devons être consultés, nous devons être mis en compte pour que nous puissions donner le vrai message. Et que la paix ne peut que passer par nous, les communautés ethniques, qui vivons les vraies situations, les vrais affres de la guerre. Créé par l'Union africaine, le panel de facilitation a pour but de renforcer la paix et la sécurité, aussi d'appuyer la médiation en facilitant les dialogues entre différentes parties prenantes au conflit et de promouvoir la réconciliation en créant un environnement de paix entre les communautés. La nouvelle loi sur l'aménagement du territoire promulguée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été assimilée largement par les chevaliers de la plume et du micro. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le ministre d'État de l'aménagement du territoire, Guy Luando. Les secteurs de l'aménagement du territoire enregistrent des avancées spectaculaires en se dotant des outils indispensables à l'image de la nouvelle loi historique portant sur l'aménagement du territoire. Loi promulguée récemment par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, s'est exprimé devant la presse pour présenter ces réformes majeures qui s'inscrivent parfaitement dans les cadres du pilier 3 du PAG 2024-2028. Ce secteur de l'aménagement était dans un processus de réforme. Voilà pourquoi le chef de l'État, qui a compris dans sa vision globale l'importance de l'aménagement, nous avons agi et voilà les outils qui sont disponibles. Donc là, c'est la politique nationale d'aménagement du territoire, les ONG, la société civile, les peuples autochtones. Tout le monde a participé dans ce processus de la réforme. Parce que si on n'a pas la participation citoyenne, nous ne pouvons pas décider à la place de la population de comment on organise notre territoire national. Et donc nous avons aujourd'hui la loi, une première, parce que depuis 1957, relative à l'aménagement du territoire, c'est une première. De la planification territoriale à la loi sur l'aménagement du territoire, le ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo, a exposé avec précision et pulsant, point par point, le contenu de ces outils structurants, tout en appelant la population à s'approprier ces instruments. Une séance de questions-réponses a permis aux journalistes d'obtenir de précieuses informations sur la nouvelle dynamique. La route nationale numéro 8 qui traverse la province de l'Équateur a pour rôle le désenclavement et la connectivité de la province. L'office de route est sur le terrain et assure les travaux de manière satisfaisante pour cette cause. Chimendondo. L'office de route dément le rumeur de blocage sur la RN8 et confirme l'avancement très satisfaisant de travaux. Loin d'être un simple tracé, la route nationale numéro 8 incarne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour désenclaver l'Équateur et renforcer l'intégration économique nationale.
Depuis leur lancement le 16 juin 2025, les travaux ont permis de recharger 10 km sur les 44 prévus, malgré un démarrage difficile et des pluies persistantes. Reliant Bassan Koussou à Kisangani via Diowa et Ikena, cette route est essentielle pour la circulation des biens et de personnes. Le directeur provincial a salué l'adaptabilité des équipes et leur engagement sous la coordination du directeur général Janou Kikangala. Mes impressions sont très satisfaisantes, d'autant plus que vous savez que cette route a été longtemps entretenue. Il était question d'ouvrir la route, dégager et après passer au rechargement. Donc, il y a eu des grands travaux de dégagement qui sont effectués pour avoir cette image, cet aperçu de la chaussée. La population doit continuer à faire confiance à l'office de route, d'autant plus que l'office de route est un outil de l'État et nous sommes au service de l'État. Nous ne cesserons d'être à leur service pour faire un travail de qualité. Il appelle la population à maintenir sa confiance. L'office de route est un outil de l'État. Sur le terrain, les chantiers progressent, portés par une volonté ferme de rendre le pays plus accessible et connecté. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a inspecté quelques travaux de réhabilitation de la voirie et de curage de caniveaux au quartier abattoir à Massina. Il était accompagné de l'ambassadeur de la France en RDC et de la directrice générale de l'Agence française de développement. Avant de se rendre à Massina, cette forte délégation conduite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a effectué une visite au quartier Salongo. À Limité, question d'inspecter l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des avenues de la Liberté et du Conseil des villes qui sont en cours. Elle s'est ensuite rendue à Massina où le premier citoyen de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a posé la première pierre pour la réhabilitation des avenues Abattoir, Vallée et Yanfou. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a remercié l'Union européenne et la France pour leur soutien financier et technique essentiel pour relever les défis liés aux inondations, à l'assainissement et à la gestion des déchets. Ce projet qui est autour de 4 axes qui fait un total de presque 3 km où on aura des travaux de caniveaux d'assainissement, on aura aussi l'accompagnement de la voirie. L'ambassadeur de France en poste en République démocratique du Congo a rappelé que ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme Topetola visant à renforcer la résilience des quartiers vulnérables face aux inondations et aux risques sanitaires. Les représentants de l'Union européenne, Antonio Capone, a pour sa part réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir les efforts du gouverneur de la ville pour accélérer les développements de Kinshasa. Par ailleurs, le bourgmestre de Massina, Joseph Chiki Katumba, s'est réjoui de l'engagement du gouverneur de la ville et de l'exécutif provincial de Kinshasa à résoudre la problématique de l'inondation dans cette partie de la capitale. Parlons également du développement du territoire de l'Ouebo dans la province du Kasaï. Eh bien, ce sujet étant d'autres était au centre d'un forum tenu ici à Kinshasa sur initiative du député national Léon Moubikai, élu de l'Ouebo. Yvette Makoutima nous en dit un peu plus. Les territoires de l'Ouebo au cœur des questions de développement. Nous sommes dans la province du Kasaï où les besoins en termes de développement se posent avec acuité. C'est ce qui a justifié la tenue à Kinshasa au mois de juin dernier d'un forum et de ces faits, des questions en examen ont été soumises au député national Léon Moubikai Moubalamata en vacances parlementaires. Le manque criant d'infrastructures serait à la base. Pas d'école, moins encore des routes, des dessertes agricoles. Ajoutez à cela la menace persistante des érosions qui progressent vers les espaces de vie. Je suis très content de rencontrer mes frères et de discuter avec eux sur la situation de notre circonscription. C'est susciter l'espoir parce que nous sommes les partis au pouvoir et nous pensons que nous allons agir selon leurs demandes. Nous allons les accompagner dans leurs demandes. L'élu de cette circonscription électorale a promis de mener un lobbying pour qu'émerge enfin une ville moderne, d'autant plus que l'Ouebo a fait carton plein lors des dernières élections en 2023 en accordant un plébiscite au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Les épreuves de TENASOSP édition 2025 se sont bien déroulées dans la province du Haut-Tuélé. Confirmation du vice-gouverneur Christophe Dara qui a donné le coup d'envoi à Isiro. Regardez. Au total, 13 731 candidats inscrits au rôle dans la province du Haut-Tuélé, dont 6 702 filles attendues pour ces épreuves des tests nationaux des sélections d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle. Activité lancée par le vice-gouverneur Christophe Daramatata à l'Institut technique commercial et administratif des Delhi ITCAT en sigle. Le représentant du gouverneur a encouragé les élèves à bien passer leurs épreuves avant de déclarer lancer les dites épreuves sur toute l'étendue de la province du Haut-Tuélé. Le ministre provincial ayant dans ses attributions l'éducation nationale, Didier Médoua Mayolo, a à son tour conscientisé les parents à accompagner leurs enfants dans le choix des filières d'orientation. Signalons qu'après la cérémonie du lancement, les autorités et les membres du secteur de l'éducation ont fait la ronde dans certains centres de la ville d'Isiro pour s'imprégner de l'effectivité du déroulement des dites épreuves. Dans des centres où il y a eu quelques irrégularités, le ministre provincial de l'Éducation nationale a trouvé des solutions palliatives. Ces examens de TENASOSP ont pour finalité de sanctionner la fin du cycle terminal de l'enseignement des bases et de dégager le déroulement psychologique de l'élève, d'orienter l'élève selon ses aptitudes, ses goûts et ses intérêts vers les types des enseignements organisés aux humanités et au cycle court professionnel. Comment évoluent les travaux à impact rapide de la présidence de la République à Kisangani? Le chargé de mission du chef de l'État pour le Grand Nord, Dr André Didier Baitopala, a effectué une descente sur le terrain. Le tête-à-tête entre le gouverneur intérimaire de province Didier Lomoyo Itekou et le chargé de mission du chef de l'État pour le Grand Nord dure une quarantaine de minutes. Le temps pour Dr André Didier Baitopala d'expliquer l'objet de sa mission d'itinérance liée à l'exécution des travaux à impact rapide de la présidence de la République et dans la Tchopo. Je suis en mission de suivi et évaluation des projets à action palpable du chef de l'État. Vous savez, ça tient beaucoup au cœur, le chef, que la population puisse bénéficier de tout ce qu'il avait tenu comme promesse. Alors, nous attendons beaucoup d'échos de gauche à droite. Nous voulons palper des doigts pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, pour essayer de faire un rapport à l'autorité afin que les choses puissent bien évoluer. Ce qui ne peut que réjouir le vice-gouverneur Didier Lomoyo Itekou, car la population tchopolaise est témoin oculaire des œuvres du chef de l'État en sa faveur dans tous les domaines. Le chargé des missions, André Didier Baitopala, se montre rassurant face à l'aboutissement de tous les travaux à action palpable du chef de l'État en faveur de la population tchopolaise. C'est pourquoi je suis là, pour assurer à la population de la Tchopo, à m'assurer moi-même enfant de la Tchopo, à m'assurer à la population boyomèse, moi-même boyomais, que le chef de l'État tient à cœur à ce que tout ce qu'il avait promis puisse se réaliser. A noter que le chargé des missions présidentielles était accompagné par le ministre provincial de l'urbanisme, M. André Kongolo Lekosa. La 62e réunion du comité de gestion du régime de la carte jaune du COMESA a été lancée officiellement à Katebi Lodge à Kolwezi dans la province du Lualaba. Une rencontre des pays membres prônant la carte jaune par le biais de l'assurance automobile de ses membres. Reportage. La 62e réunion du comité de gestion du régime de la carte jaune du COMESA a été officiellement lancée à Katebi Lodge à Kolwezi. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre, dont le vice-gouverneur de la province du Lualaba, Clément Moufoundji, le directeur général de la Société nationale des assurances, Maître Clément Désiré Kabongomouba, et les pays membres du COMESA. Cette rencontre régionale a mis à l'honneur la République démocratique du Congo, représentée par la SONAS, membre actif du COMESA et bureau national de la carte jaune. Le vice-gouverneur du Lualaba a salué la tenue de ces travaux. Le lancement officiel a été fait par le secrétaire général à l'intégration régionale. Le directeur général de la SONAS, Maître Clément Désiré Kabongomouba, a quant à lui présenté les avantages du régime de la carte jaune.
pour nous, la République démocratique du Congo, l'organisation de ces assises chez nous entre dans le cadre du combat diplomatique de notre chef de l'État qui voudrait montrer à la face du monde que son pays est un pays fréquentable. Donc cette organisation vient couronner encore une fois la diplomatie de la République démocratique du Congo, mais maintenant dans le volet assurance avec la carte jaune qui est une institution de COMESA appelée à faciliter les échanges commerciaux entre pays membres. La cérémonie du lancement s'est clôturée par une photo de famille. À l'université protestante du Congo, la science est à l'honneur. Le nouveau docteur en médecine d'urgence, docteur Dieudonné Toulanchède, a soutenu sa thèse après un parcours académique effectué à l'université médicale de Chine. Son travail porte sur le mécanisme de l'édéragénine dans le traitement des lésions rénales aiguës, une soutenance saluée par les autorités académiques de l'UPC sous la direction du révérend recteur. Ouverte par la prière, la cérémonie de présentation de la thèse du premier docteur du département de la médecine d'urgence de l'université protestante au Congo, le docteur Toulanchède Minjina, Dieudonné Steve, aux scientifiques de l'UPC, axé sur explorer le mécanisme de l'édéragénine dans le traitement des lésions rénales aiguës induites par les diquets, soutenu à l'université médicale de la Chine. Ce sujet vient davantage éclairer les scientifiques sur la cause de l'insuffisance rénale et en propose les moyens de traitement par la découverte d'une molécule qui a les propriétés thérapeutiques sur l'insuffisance rénale. L'avantage de ce projet, c'est que nous avons découvert là une molécule qui a des propriétés thérapeutiques sur l'insuffisance rénale, même en général, parce que ici au Congo, le traitement de l'insuffisance rénale repose souvent sur des mesures palliatives comme l'équilibre acido-basique ou encore l'équilibre hydroélectrique et parfois la dialyse, mais la dialyse n'est pas ouverte à tout le monde. C'est pour cela une molécule comme celle-là pourrait nous aider à apporter un traitement adjuvant pour améliorer l'état de santé des patients insuffisants rénaux et aussi rendre réversibles les lésions rénales induites lors de l'insuffisance rénale. Cette recherche est un appel au gouvernement et aussi au corps scientifique à pouvoir mettre en place des structures de laboratoire qui encourageront ce genre de recherche, qui aideront à traiter les malades en clinique. Bien avant le mot de bienvenue du révérend recteur, Dr Robert Quim, l'auteur, a exposé son parcours académique et professionnel et il s'en est suivi les questions et échanges avec l'auditoire. À l'issue de la soutenance tenue en Chine, les conclusions du jury ont conféré aux récipiendaires la mention plus grande distinction. Ce journal est terminé. Avant de nous séparer, nous allons découvrir ce communiqué de la Régie des eaux SA. La Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville-province de Kinshasa que son usine de traitement d'eau potable de Ngaliema sera en arrêt la nuit du samedi 19 au dimanche 20 juillet 2025 suite aux travaux de réparation d'une fuite au niveau du collecteur de refoulement. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture en eau potable dans les quartiers et communes ci-après: Gombe, Lingwala, Kinshasa, Kasavu, Bungiringiri, Barumbu, Bandal, Kitambo, Montfleury, Jamaïque, Macampagne et Jolie Parc. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément. Elle les invite cependant de se constituer des réserves d'eau et les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 18 juillet 2025. Le directeur régional Kinshasa-Ouest, Raymond Paka. Ce journal est terminé, je vous le disais, nous allons justement découvrir ce communiqué. Je vous le disais, le gouvernement de la République, l'Alliance Fleuve Congo, Mouvement M23, FDC M23 ont signé ce samedi à Doha, au Qatar, une déclaration de principe en vue d'une paix globale dans la région. Le texte paraphé après 3 mois de négociations directes facilitées par le Qatar vise à encadrer les prochaines étapes du processus
de paix. Les deux parties s'engagent à appliquer immédiatement les dispositions de la déclaration de principe au plus tard le 29 juillet 2025 et à entamer les négociations de l'accord de paix au plus tard le 8 août 2025 avec une signature prévue d'ici le 18 août de la même année. Le document exprime également la reconnaissance de deux délégations pour le rôle de la médiation du Qatar, le soutien des États-Unis et l'accompagnement de l'Union africaine. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis.